Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Pascal Perrineau, politologue et professeur à Sciences Po. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau commenter les élections départementales qui arrivent dans moins d'une semaine, c'est dimanche. Sur ce plateau également Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour. Et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure, une quarantaine de minutes pour réagir pendant l'émission. Posez vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux. #directpolitique. Pascal Perrineau, on va commencer tout de suite. Les élections, c'est dimanche. Et l'une des grandes tendances de cette élection, c'est l'abstention. Tout simplement, comment on explique cette indifférence vis-à-vis des départementales ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui viennent de loin. La France, depuis maintenant plusieurs décennies, est saisie, quel que soit le type d'élection, par la tentation abstentionniste. Ça n'est que le reflet de la crise de la politique. Les Français sont de plus en plus mal à l'aise avec le système politique, le système des partis, tel qu'il va. Et puis, il y a des raisons davantage conjoncturelles. Ces élections, il faut bien le dire, sont relativement illisibles. En quelques mois, on a changé complètement la carte cantonale. C'était une carte qui était biséculaire. On l'a complètement bouleversée. On est passé environ de 4000 cantons à 2000 cantons. On a fusionné des cantons, bien sûr. Pour faire simple. Tout à fait. On a changé le mode de scrutin. On est passé d'un scrutin uninominal à un scrutin binominal mixte, puisque les Français vont voter pour la première fois, d'ailleurs c'est une première dans le monde, pour des tickets hommes-femmes dans chacun des cantons. Ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, fait qu'on voulait diminuer le nombre de conseillers départementaux. On ne le diminue pas du tout, puisqu'il sera même légèrement augmenté par rapport au nombre de conseillers sortants. Donc il faut... Et en plus de ça, on va voter pour une assemblée dont on ne connaît pas les compétences, puisque c'est en ce moment, par une navette législative entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qu'on définit les compétences. Donc alors tout ça, si vous voulez, on va en parler point par point. C'est pas fait pour mobiliser. Le changement de mode de scrutin, le redécoupage, c'était pourtant destiné à donner un peu d'élan, un peu de dynamisme à cette élection. Les socialistes se sont trompés, la majorité s'est trompée. Je crois qu'ils se sont trompés. Ça a été fait trop près de l'échéance électorale. Vous savez, quand on va voter, on vote dans des territoires pour lesquels vis-à-vis desquels on a une identité. Ça a du sens. Et dans nombre de départements en particulier, ruraux, le canton, ça avait encore beaucoup de sens. Aujourd'hui, dimanche et le dimanche suivant, beaucoup de Français vont aller voter dans des territoires dont ils ne connaissent plus du tout les limites. Tout cela va amener certainement l'abstention au-dessus de 50%. C'est encore plus vrai en ville. Ah ben en ville, mais ça a toujours été le cas en ville. Mais là, c'est... Ah mais là, on va aller très loin avec ces grands cantons. En effet, très souvent, d'ailleurs, moi ça m'intéresse dans la campagne, on s'aperçoit que les candidats ne connaissent pas les limites de la circonscription dans laquelle ils se présentent. Donc, vous voyez, la question des compétences, elle va aussi peser lourd dans l'abstention, selon vous? Alors, le fait de ne pas savoir ce que va faire le département ensuite. Tout ça, c'est une série de facteurs qui, accumulés, vont créer une abstention qui sera au-dessus de 50% des électeurs inscrits. Il n'y a pas un facteur qui crée l'abstention. Mais il y a un doute. C'est tout de même la première fois qu'on va voter en France pour une assemblée dont on ne connaît pas. On se doute à peu près des compétences, mais dont on ne connaît pas les pouvoirs. On a des internautes qui demandent est-ce qu'il ne fallait pas faire attendre ces élections, faire d'abord une réforme et ensuite... Bien sûr, il aurait été beaucoup plus raisonnable de stabiliser les compétences de l'Assemblée départementale et ensuite de convoquer aux urnes. Ou alors de dire, voilà, la loi sur les compétences, ça viendra après, mais pas pendant. Là, on est en pleine procédure législative. On a aussi des questions sur l'avenir du département qui était assez incertain lui-même en tant qu'institution. Est-ce que le département sert vraiment encore à quelque chose aujourd'hui ? C'est une vraie question. C'est une vraie question et je m'étonne que dans cette campagne pour les élections départementales, on n'en parle pas plus. Parce que c'est tout de même bien ça le sujet. À quoi sert le département ? Alors vous avez le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre voulaient en fait supprimer le département. C'était ça le projet initial. Et puis il y a eu une telle fronde, on le voit en particulier au Sénat, où les défenseurs du département, qu'ils soient de droite comme de gauche, ce n'est pas du tout un problème gauche-droite, sont nombreux. Le Sénat en particulier est monté au créneau. Donc on s'oriente vers un paysage qui est un paysage très complexe. Je crois que le scénario est le suivant. Dans les zones rurales, on va garder le département, qui reste ce pouvoir de proximité, qui a du sens pour les habitants. Dans les départements où il y a beaucoup d'intercommunalités,
Au fond, le département va devenir une sorte de fédération d'intercommunalités. Et dans les départements où il y a de grandes métropoles, par exemple comme le Rhône, c'est déjà fait. Un scénario à la lyonnaise. C'est déjà fait, quoi. mais pas pour tout le département du Rhône, puisqu'une partie du département du Rhône va voter pour les élections départementales, mais là où il y a la grande métropole de Lyon, c'est en fait le conseil de métropole qui exercera les pouvoirs du conseil départemental. Donc dans ces départements où il y a de grandes métropoles, en fait, les pouvoirs du département vont glisser à la métropole. Alors, sur ce chapitre, 2 questions d'internautes pour terminer. Après, on va parler du Front National. Une question de Sam qui vous demande: les résultats d'un scrutin où moins de 50% des électeurs participent sont-ils toujours légitimes? La loi ne devrait-elle pas, d'une manière ou d'une autre, invalider ces résultats? Et une autre question d'un internaute: qu'est-ce que vous pensez de rendre le vote obligatoire? Est-ce que ça ne permettrait pas justement de faire baisser le Front National? C'est la question. Le problème de la légitimité, en effet, c'est un problème extrêmement ancien, mais vous savez, dans beaucoup d'élections maintenant, on dépasse la barre de 50% des suffrages exprimés. Où faudrait-il fixer le seuil, si on se posait la question que se pose l'internaute? Et dans beaucoup de pays européens, bien en dehors de la France aujourd'hui, il suffit de franchir la frontière et d'aller chez nos voisins suisses. Nos voisins suisses consultent énormément, mais très souvent, il y a quoi? Il y a 20%, 30%, 40% de participation. Donc je ne crois pas qu'il faudrait s'orienter vers cela, parce que tout de même si on n'a que, allez, mettons 45% de participation, ce seront des millions de Français qui se seront déplacés aux urnes. Ça n'est pas négligeable, il y a tout de même le nombre. Quant au vote obligatoire, alors là c'est un serpent de mer qui revient régulièrement. Et qui se pratique dans certains pays voisins. Bien sûr, bien sûr. L'intention est bonne. J'allais dire. L'intention est bonne, mais elle n'a jamais été pratiquée en France. Ça ne fait pas partie de notre culture politique. Et donc il y a un grand risque, c'est d'établir une obligation et que cette obligation ne soit pas respectée. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une obligation qu'on fixe et qui ensuite est contournée, n'est pas respectée. Parce que se pose le problème, quand on instaure le vote obligatoire, des sanctions. Si on instaure des sanctions qui n'ont pas de sens, ça n'a pas beaucoup de sens. Puis sanctionner le citoyen quand c'est l'élu qui n'est pas brillant. Voilà. Donc ça ne sera pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne crois pas que la France a les moyens, comme d'autres pays européens, de s'orienter vers le vote obligatoire. Alors Pascal Perrineau, après l'abstention, il y a le Front National. On dit souvent que l'abstention, c'est le premier parti de France, à tort ou à raison, et pourtant c'est le Front National qui est donné en tête des sondages. On a quand même l'impression, vous allez nous dire si on se trompe, que depuis une semaine ou depuis quelques jours, la dynamique du FN est peut-être un peu moins forte. Je pense à un sondage d'Harris ce week-end qui donnait l'UMP et l'UDI largement en tête à 3 ou 4 points du Front National. Est-ce que cette dynamique est en train de se rétracter, à votre avis ? La dynamique a été tellement importante dans les semaines qui viennent de précéder qu'il serait encore étonnant que le Front National monte encore plus haut. Tous les sondages l'annoncent aux alentours de entre 28 et 31% des suffrages exprimés. C'est déjà un niveau incroyablement élevé. Il ne faut pas oublier que les élections départementales qui ont succédé aux élections cantonales, c'est l'élection dans l'histoire électorale française depuis que le Front National est apparu comme une puissance électorale, c'est-à-dire les années 80, c'est l'élection la plus défavorable pour le Front National. Et que donc, dans l'élection la plus défavorable pour le Front National soit à 30%, c'est tout de même le fruit d'une dynamique. Donc ces sondages qui disent un peu le contraire, c'est à la marge. Non, mais ça touche un problème important parce qu'à mon avis, on va en discuter dimanche. C'est comment annoncer les résultats. Parce que d'un côté, on sonde les candidats du Front National. De l'autre côté, c'est une coalition, il faut faire attention. UMP, UDI, divers droite. Quand vous dites en effet que ce bloc est devant le Front National, c'est tout à fait possible et il le sera peut-être. Dimanche soir. Mais c'est une coalition. Alors, coaliser UMP et UDI, ça a du sens. Ce sont deux partis qui sont dans un processus profond d'union. Coaliser avec les divers droites, c'est plus compliqué parce qu'on sait très bien que les candidats divers droites, ça obéit à des logiques extrêmement différentes. C'est parfois des gens qui ont quitté l'UMP ou l'UDI, cherchent à se compter contre l'UMP et l'UDI. Donc il va y avoir une bagarre, vous allez voir, sur les catégories, les chiffres. Ce que l'on sait, c'est que le Front National est en train de devenir un front local. Une question d'un internaute qui constate qu'il y a une plus forte mobilisation aujourd'hui de l'électorat FN que celui des autres partis. Comment est-ce qu'on est passé d'un vote traditionnellement contestataire à un vrai vote de mobilisation et d'adhésion au FN ? Si vous voulez, en effet, toutes les enquêtes préélectorales montrent que les électeurs du Front National sont mieux mobilisés que les autres.
UMP-UDI, Parti socialiste, Front de gauche. C'est clair et net, ça se confirme d'une élection à l'autre. Et ça se confirmait d'ailleurs déjà dans les législatives partielles qui ont eu lieu depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Parce que le Front National, aujourd'hui, apparaît de plus en plus comme le parti de l'opposition. Encore beaucoup plus que l'UMP qui est empêtré dans ses affaires internes, qui a du mal à se relancer. Donc c'est le parti de l'opposition. Et on sait très bien que dans tout ce qu'on appelle, nous, les politologues, les élections intermédiaires, c'est-à-dire les élections qui se tiennent entre les grandes échéances nationales, dans ces élections intermédiaires, il y a toujours une prime à l'opposition. Et comme le Front National s'identifie de plus en plus à l'opposition... Mais c'est une sanction du gouvernement en place ou il y a une vraie adhésion aux idées du Front National aujourd'hui des électeurs ? Les deux. Bien sûr. Le Front National, on ne peut pas le rabattre simplement au vote de protestation. C'est un vote de protestation qui est en train de devenir un vote d'adhésion. Il lui restera à franchir une troisième étape qu'il n'a pas franchie pour l'instant, c'est de devenir un vrai vote pour une alternance de gouvernement. Et une alternance de gouvernement, ça veut dire que le Front National se trouvera des alliés. Pour l'instant, c'est une puissance, mais une puissance solitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce scrutin une espèce de nationalisation du vote, alors que jusque-là, les cantonales étaient des élections locales et peu politisées? Ça, c'est très vrai. Si vous voulez, toutes les élections cantonales, depuis le début de la Ve République, c'était des élections qui avaient une forte couleur locale. Il y avait des campagnes dans les départements autour du bilan du Conseil général sortant, etc. Alors il y avait une tendance bien sûr à la nationalisation. On l'a vu dans les années 70, les cantonales annonçaient la victoire de la gauche en 80, etc. D'accord. Mais là... Ça ressemblait au municipal. Bien sûr. Mais là, on a affaire à des départementales qui sont quelque part des élections nationales départementalisées. Et la campagne qu'a choisi, l'axe de campagne qu'a choisi le gouvernement a contribué beaucoup à nationaliser. Parce que, en particulier, la manière dont le Premier ministre a utilisé ces élections départementales pour poser la question du Front National a beaucoup nationalisé les enjeux. C'est une question qu'on voulait vous poser plus tard, mais est-ce que c'est une erreur C'est un vrai débat. Un vrai débat, je crois, mais là, c'est autant mon sentiment de citoyen que d'observateur. Je crois que la manière réitérée avec laquelle le Premier ministre a abordé cette question du Front National en utilisant des marqueurs très forts, le mot de stigmatisation, ne contribue pas à faire baisser la fièvre, mais au contraire l'alimente. Vous savez que cette question du Front National, ça fait 30 ans que ça dure. Il y a une question d'effet de miroir où parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. À propos du Front National, toujours, ça doit être un de vos auditeurs à Sciences Po qui dit, Pascal Perrineau cite les chiffres en pourcentage dans ses conférences à Sciences Po. Est-ce qu'il n'y a pas un effet trompe-l'œil parce que le Front National est haut depuis longtemps? Oui, c'est une vraie question. En creux, est-ce que ce n'est pas les autres qui baissent? Alors, le Front National, c'est au maximum quoi? 6,5 millions d'électeurs en France. C'est, à la présidentielle. Voilà, à la présidentielle, 6,5 millions d'électeurs. C'est un bassin extrêmement important de recrutement dans lequel puise le Front National. Alors quand on parle en effet de pourcentage des suffrages exprimés, on ne prend pas en compte en effet le niveau en termes du nombre d'électeurs mobilisés. Mais on ne peut pas dire, si vous voulez, que la dynamique du Front National, aujourd'hui, ne joue que par une mobilisation qui serait meilleure par les candidats du Front National de l'électorat potentiel. Il y a aussi une capacité à prendre dans les autres électorats. Dans le dernier sondage IFOP, je regardais ça attentivement, on a posé la question comment vous avez voté à la présidentielle de 2012 ? Et voilà, 13% des électeurs qui ont voté François Hollande en 2012 et qui vont se déplacer dimanche prochain disent « je vais voter Front National ». Donc là, on voit une capacité, vous voyez, du Front National à étendre ses frontières. On a aussi des internautes qui nous parlent des pronostics en nombre d'élus. Charles nous dit que le FN table grosso modo sur une centaine d'élus dans une centaine de cantons. Il dit passer finalement de 1 à 100 élus, effectivement, c'est impressionnant. Mais Charles continue en disant mais sur plus de 4000 élus, cela semble très peu. Alors à partir de combien de cantons ou de départements, si départements il y a, on peut parler d'une victoire du Front National? Tout dépend. Est-ce que l'on apprécie la victoire en termes de pourcentage au suffrage exprimé? Pour gagner, si vous voulez, il faut dépasser
au second tour. Il faut avoir ou bien la majorité relative, s'il y a des triangulaires, mais il y en aura peu, ou bien dépasser la barre des 50%. Très bien. Donc cette barre des 50% de suffrage exprimé a tout de même du sens. Il faudra regarder attentivement les territoires où le Front National maintenant acquiert une vocation majoritaire. Ça, c'est la question forte. Mais il est vrai qu'en termes d'élus, la victoire du Front National ne sera pas à la hauteur de sa victoire en voix. C'est évident. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, et que dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, on peut être une puissance au premier tour, mais si on n'a pas d'alliance, et c'est ce qu'on verra entre les 2 tours, si on n'a pas d'alliance constituée stable, eh bien on n'arrive pas à transformer son capital de voix en capital d'élus et de sièges. Est-ce que vous avez une idée de ce que serait un département dirigé par le Front National ? Est-ce que le FN a un programme départemental ? Pour l'instant, il a un programme départemental extrêmement léger, parce que ce n'est pas un parti qui a l'habitude de gérer des grandes collectivités locales. Donc c'est un peu, quand on regarde les textes, c'est un peu comme aux dernières municipales. On dit qu'on va couper les crédits pour les associations communautaristes, qu'on va baisser la pression fiscale et en revanche remettre les services publics de proximité, ce qui est déjà un peu une contradiction, parce que remettre massivement des services publics de proximité tout en voulant baisser de manière sensible la pression fiscale, c'est un tout petit peu contradictoire, parce que réouvrir des bureaux de poste, des casernes de gendarmerie, remettre éventuellement tous les régiments qui ont été supprimés sur le territoire local, tout ça, ça va coûter de l'argent. Dans les villes qui sont FN depuis un an, est-ce qu'ils tiennent leur programme ? Alors, dans les villes, si on regarde les enquêtes d'opinion, parce que pour l'instant c'est un peu ce que l'on a, une enquête d'opinion montre que les habitants de la petite dizaine de collectivités municipales dans laquelle le Front National a été élu, les habitants sont plutôt satisfaits. Mais pour l'instant, d'ailleurs, vis-à-vis de la droite comme vis-à-vis de la gauche, ils sont plutôt satisfaits de ceux qu'ils ont choisis. Un an après, ce n'est pas tellement étonnant, mais le niveau de satisfaction vis-à-vis des élus du Front National, pour l'instant, est plutôt élevé. On passe à l'UMP. L'UMP a joué avec ses alliés de l'UDU dans la grande majorité des cantons, pardon, dans 98%, me semble-t-il. Question de Patrick, est-ce que ce n'est pas au passage la fin de la tentative d'indépendance du centre qui a pourtant été prôné de Bayrou, évidemment, mais jusqu'à même Jean-Christophe Lagarde. Oui, si vous voulez, le centre sait très bien qu'avec un mode de scrutin qui ne bouge pas, qui reste un mode de scrutin majoritaire à 2 tours pour les grandes élections, et en particulier pour ces élections départementales, toute tentation d'autonomie peut avoir un coût. On le voit bien. On l'a vu dans les élections passées avec le MoDem. Le MoDem a cherché, pour reprendre les mots de M. Bayrou, à créer ce qu'on a appelé un hypercentre. L'hypercentre, ce n'est pas une hyperpuissance électorale. Parce que entre la gauche et la droite, il est très difficile d'exister quand on n'a pas de système d'alliance. Et ça a été le problème du MoDem. Et vous avez vu maintenant que le MoDem en a tiré les conséquences et se rapproche comme toujours de la droite. Et il y a beaucoup de terrains où, au-delà de l'alliance UMP-UDI, il y a des alliances UMP-UDI-MoDem. Si l'UMP et l'UDI, justement, remportent, je ne sais pas, entre 20 et 30 départements dimanche et surtout le dimanche d'après, est-ce qu'on pourra dire que c'est une victoire de Nicolas Sarkozy ou est-ce que c'est totalement extérieur, étranger à son retour? Ça n'est pas totalement étranger, mais le nouveau président de l'UMP ne pourra pas entièrement confisquer ce succès sur le terrain à son seul profit. Ce sera également le succès de ses partenaires, et en particulier le succès de l'UDI, parce qu'on va voir que dans de nombreuses régions, les départements, à l'issue du 3e tour, seront gérés par des présidents UDI. Ce n'est pas simplement l'UMP qui va pousser son avantage, mais l'UDI. Mais il est vrai qu'au fond, le retour de Nicolas Sarkozy ne se passe pas dans les meilleures conditions. Si l'on regarde les sondages d'opinion, Nicolas Sarkozy a du mal à revenir et il est empêtré, au fond, dans la remise en ordre interne de l'UMP. Il a du mal à exister à l'extérieur. Mais là, c'est vrai, les élections départementales, si cela se traduit par une poussée sensible de l'UMP dans les territoires départementaux, c'est bon pour Nicolas Sarkozy, parce qu'il va pouvoir enfin revendiquer un succès, et un succès concret. Il joue ses primaires sur ces élections-là, en fonction du succès? C'est un élément qui n'est pas négligeable dans l'affrontement avec ses challengers dans les futures élections primaires de l'UMP. Parce que, qu'on le veuille ou non, quelles que soient les timidités de l'opinion
par rapport à Nicolas Sarkozy, il pourra dire, ben, écoutez, j'y suis tout de même pour quelque chose dans ce retour en force de la droite dans les départements. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis, au fond, la fin des années 80 et le début des années 90, ça a été une constante montée de la gauche dans les départements. Pour arriver à la situation d'aujourd'hui, 60% des départements sont gérés par la gauche. Et là, ces élections, c'est peut-être la fin de cette période de 25 ans de poussée constante de la gauche dans les départements et le retour à la situation initiale, qui était la situation où c'était la droite qui contrôlait 60% des départements. Alors justement, cette rupture qui s'annonce avec cette dynamique de la gauche depuis des années, elle semble très importante, en tout cas dans les sondages. Est-ce que c'est l'effet mécanique du parti au pouvoir, vous en parliez tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a un peu plus que cela finalement dans ces élections Il y a l'effet mécanique, c'est dur d'être aux manettes, c'est dur qu'on soit à la gauche ou la droite, c'est dur parce que le vent de sanction vient très rapidement et la sanction est d'ampleur. Mais là, il y a plus. Il y a une impopularité particulièrement forte de la majorité en place. Et l'effet 11 janvier n'a pas, contrairement à certains commentaires un peu hâtifs, n'a pas profondément inversé le désir de sanction qu'il y a dans l'électorat. Donc il s'agira certainement plus que d'une défaite. Où, au fond, voilà, la droite perdrait une dizaine de départements. Là, on va être beaucoup plus haut, et certains disent en effet que la perte de 30 départements n'est pas impossible. Si c'est le cas, c'est une défaite en race campagne, 30 départements. Alors, le bloc le bloc, on ne peut pas appeler ça un bloc, parce qu'il n'y a pas de bloc du tout, mais l'ensemble de la gauche représente à peu près d'ailleurs un tiers de Mais bon, la différence, c'est qu'ils sont très éclatés et que le PS se retrouve donc minoritaire, très minoritaire. Mais est-ce que, si on inverse les choses, est-ce que ce n'est pas une chance au second tour de rallier des voix là où on le donne perdant au premier tour? Oui, il pourrait y avoir cet effet. Avec les effet. écolos, avec l'extrême gauche, avec Tout les à fait. radicaux, avec... Alors, la gauche est faible, et elle part en ordre dispersé. C'est tout de même sur la ligne de départ, c'est pas extraordinaire pour gagner une compétition. Et puis, il ne faut pas oublier la règle de 12,5% des électeurs inscrits pour figurer au second tour. Donc en effet, il pourrait y avoir une dynamique de rassemblement. Mais dans des tas de territoires, ils vont être privés de cette dynamique de rassemblement. Et pour qu'il y ait rassemblement, il faut accéder au second tour. Ouais, voilà, parce qu'ils ne seront pas là. Et donc il y aura dans de très nombreux territoires des affrontements entre l'UMP et l'UDI et le Front National. Et ben voilà, que fera le Parti Socialiste ou la gauche? Elle regardera passer les trains. Pour en revenir à la notion de redécoupage électoral, généralement le gouvernement est tenté de tripatouiller pour s'arranger et gagner des sièges ou au moins ne pas trop en perdre. Là, on a l'impression, à contrario, que ça accentue la défaite du PS. On le verra, il faut attendre à l'issue des deux tours, mais peut-être en effet que le redécoupage accentue la défaite. Pourquoi ? Pas simplement à cause du redécoupage, de l'effet de grande taille qui peut amplifier le vote sanction, mais parce que dans les élections cantonales, jadis, il y avait une prime aux sortants. Là, la gauche a beaucoup de sortants. Il y avait une prime aux sortants. Toute la réforme électorale, le redécoupage, le binôme, a cassé cet effet de prime aux sortants. Donc la gauche se prive de cet effet de prime aux sortants, et cela, dans un contexte où elle est déjà extrêmement faible, extrêmement anémiée, ça n'est pas bienvenu pour la gauche. Allez, on va passer à une séquence de cette émission sur un tour de France des enjeux. On va essayer de prendre quelques départements, 5 à 6, et de voir vraiment quels sont les enjeux sur place. Et c'est David qui commence avec le Nord. On va commencer avec le Nord. Voilà. Est-ce que le PS est en position de rester? Est-ce qu'il y aura un effet ministériel avec Patrick Kanner ou frontiste avec Martine Aubry? On sait que les deux ne s'entendent pas forcément. Est-ce que ça aussi, ça peut peser sur l'élection? Pour le Nord, dans ce bastion historique du socialisme local, l'affaire n'est pas complètement pliée. Le PS est, jusque dans ces bastions, exposé. Alors certes, au plan local, le bilan de Patrick Kanner n'est pas considéré comme un bilan médiocre. Donc il faudra voir dans quelle mesure cette variable locale peut aider à limiter la casse. Mais dans le Nord, il y aura à la fois, bien sûr, la concurrence de l'UMP et de l'UDI, mais il y aura également la concurrence du Front National. C'est un des départements où la dynamique du Front National et sa capacité à troubler le jeu peut être non négligeable. Parce que là, pour l'instant, on parle du premier et du second tour.
Mais il faudra voir s'il y a des élus du Front National, et dans le Nord, c'est loin d'être impossible. Il faudra voir le troisième tour et le rôle que pourront jouer, si on a une gauche et une droite qui sont roue dans roue, le rôle décisif que pourra jouer le Front National. Autre grand département en population et autre département de gauche, les Bouches-du-Rhône. On a l'impression là-bas que le PS est un peu en ruine, je dirais, pour utiliser un terme fort depuis les municipales. Alors, est-ce qu'il a peur de Guerini et est-ce que Guerini, Jean-Noël Guerini, est intouchable dans son département? Écoutez, jusqu'à maintenant, en effet, M. Guerini paraît difficilement touchable. Il a une capacité de résistance, il y a un système Guerini de maillage du territoire qui a été mis en place, qui résiste. Il y a une capacité à nouer des liens avec d'autres formations que les seuls anciens déçus du Parti socialiste. Il semble que Guerini et ses candidats restent en position centrale et qu'au fond, le Parti socialiste a beaucoup de mal à reconquérir le guérinisme parce qu'il n'est pas porté, c'est le moins qu'on puisse dire, par un courant national. Donc ce sont de vieilles structures départementales de clientélisme qui résistent. Pour autant, ça fait une division de plus dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'il y a le PS d'un côté et les guérinistes de l'autre. Est-ce que ça ne donne pas un boulevard ou une ouverture, on va dire, à la droite? Ça donne une ouverture à la droite. C'est un des grands départements de gauche qui pourrait être pris par la droite. Il faut voir, si vous voulez, que dans la culture politique française, c'est important. Vous savez, dans les congrès socialistes, depuis des décennies, on disait toujours, un congrès socialiste, comment ça se gagne? Ça se gagne par les Bouches du Nord. C'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, plus le Nord. Voilà, si on contrôle ces deux départements, on gagne tout congrès socialiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dispositif... Est-ce que le PS ne paye pas aussi ces tergiversations dans ces affaires? Oui. Bien sûr, ça fait très longtemps, en effet, il y a eu de multiples débats internes au Parti socialiste, que cette question du guérinisme, de l'usure d'un système de pouvoir dans le département des Bouches-du-Rhône est posée. Et au fond, le Parti socialiste a toujours été très ennuyé, trop ennuyé par cette affaire. Alors, il y a les départements qui pourraient revenir aussi au Front National. Oui. Dans l'Aisne, il y a un sondage au Doxa pour le Parisien qui donne 41% pour le FN au premier tour. Là, même sans réserve, sans beaucoup de réserve, c'est gagnable pour lui. Et il y a aussi le Vaucluse et le Var. Vous pensez que ces trois départements peuvent... C'est pas impossible. Alors l'objectif fixé par Marine Le Pen est modeste. Elle dit un département. Oui. Comme ça, s'il y en a deux. Voilà, comme ça, s'il y en a deux, elle ne pourra que crier au raz-de-marée. Hein. Et parmi ces départements, en effet, il y a le Var et le Vaucluse dans le sud et l'Aisne dans le grand nord français. Quand on atteint et quand on dépasse au premier tour la barre des 40% des suffrages exprimés, tous les espoirs sont permis. Pourquoi? Parce que le Front National montre que même isolé, il a la capacité maintenant, entre les deux tours, à progresser. Que ce soit contre un candidat de gauche ou contre un candidat de l'UMP, on l'a vu dans toutes les législatives partielles, c'est 10 points, 12 points, parfois plus, 15 points, presque 20 points entre les deux tours. Alors vous voyez, quand vous êtes à 40, la barre des 50% devient une barre aisément franchissable. Quand on dit voter FN, c'est favoriser le PS, c'est Nicolas Sarkozy, ça ne tient pas tellement la route, à vous entendre. Alors, cette affaire, si vous voulez, en effet, c'est extrêmement polémique comme argument, mais il est vrai que dans certains départements, voter pour le Front National peut permettre une certaine résistance de la gauche, parce que c'est autant de voix qui vont manquer au capital des droites. Hein. Mais c'est un argument qui maintenant... Jusqu'à un certain seuil, ça tient. Voilà, mais bien sûr, après, bien sûr, bien sûr. On passe au département suivant, l'Essonne, où Nicolas Sarkozy, justement, et Manuel Valls étaient tous les deux en meeting, chacun de leur côté, hier, un département clé, et la Corrèze. Alors l'Essonne, c'est le département de Manuel Valls, puisqu'il a été très longtemps maire d'Évry. La Corrèze, c'est le département de François Hollande. Il en a été le président pendant des années. Alors est-ce que là, on va vraiment vers un camouflet, à la fois pour le président de la République et pour le Premier ministre? Écoutez, sur le papier, le fait que ces deux départements, pour l'instant présidés par une majorité de gauche, puissent tomber, c'est tout à fait possible. Hein. Il y aurait là, pour en effet le pouvoir, un symbole et un signal envoyé qui sera difficile à gérer. Mais ça, j'allais dire, c'est le coût de la stratégie choisie. Le gouvernement, le président de la République ont choisi de nationaliser ces élections. Et après, ils veulent relocaliser. Ça sera difficile parce qu'ils ont beaucoup nationalisé
Et une partie de l'opinion va attendre les conséquences nationales. Donc il y a eu une erreur de leur part de vouloir nationaliser. Je crois qu'il y a eu une certaine maladresse. La priorité du Premier ministre était tellement de mobiliser l'électorat de gauche. Il voulait absolument, il s'apercevait dans les enquêtes, en effet, que l'électorat de gauche est mal mobilisé. Donc il s'est dit, on va mobiliser, c'est difficile de mobiliser par rapport à nos acquis, donc on va mobiliser contre. Et il est allé chercher dans la vieille boîte à outils de la gauche l'antifascisme. Voilà, au fond, c'est ça. Simplement, l'antifascisme, c'est un ressort de plus en plus rouillé. Donc il y a eu peut-être, oui, une erreur stratégique. Et puis à l'ouest, avec 2 départements puissants, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, d'après vous, ils sont aujourd'hui tenus par les socialistes, par le Parti socialiste, vous pensez qu'ils peuvent passer à droite ? Alors, le Grand Ouest a, jusqu'à une période récente, été même un des bastions de la dynamique de gauche dont on parlait tout à l'heure, et surtout de la dynamique socialiste. Mais voilà, les signaux maintenant commencent à être envoyés d'un retour de la droite sur ce terrain du Grand Ouest. Et 2 départements sont dans le collimateur de la droite pour marquer le début de la reconquête du Grand Ouest par la droite. C'est l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Mais le symbole est différent. Dans l'Ille-et-Vilaine, au fond, ça serait, j'allais dire, presque un retour à la normale, si la normale existe en politique, puisque c'est une terre qui a été pendant très longtemps gérée au plan local par la droite. Il ne faut pas oublier que c'est le département de Méhaignerie, de centre droit, et que donc que l'UMP associé à l'UDI et aux centristes reconquiert l'Ille-et-Vilaine, ça ne serait pas une grande nouveauté. En revanche, si la Loire-Atlantique, dans lequel il y a là un profond enracinement de la gauche jusqu'à la gauche de la gauche, tombait à droite... Terre de l'ancien Premier ministre. Terre de l'ancien Premier ministre. Là, il y aurait un symbole pour la gauche tout à fait préoccupant. Et puis la Loire-Atlantique, c'est aussi la base populaire de la gauche. N'oublions pas des endroits comme Saint-Nazaire qui sont tout à fait emblématiques de cette gauche populaire. Et là, ça montrerait que véritablement... les fondamentaux de la gauche sont en train de craquer. Pascal Perrineau, il nous reste 5 minutes. On va parler de l'après-élection en 4 ou 5 questions. Alors l'après-élection, c'est le 3e tour. On en parlait tout à l'heure. Alors dans ces départements où la gauche et la droite seront au coude à coude, le FN peut jouer un rôle d'arbitre. Est-ce qu'on peut craindre un scénario à la 98 ? Vous savez, c'est régional où on a eu Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon ou Charles Millon en Rhône-Alpes qui avaient accepté des voix du Front National pour prendre la majorité. Bien sûr, parce que dans certaines terres de gauche, soumises à une poussée des oppositions de droite, il va y avoir un rapport de force qui peut être relativement équilibré entre le bloc UMP, UDI divers droite et le bloc des gauches. Et à ce moment-là, qui fera la décision ? Eh bien, ce seront éventuellement les 2 ou 3 conseillers départementaux du Front National, selon qu'ils choisiront l'un ou l'autre. Et on retourne donc dans la situation, en effet, des régionales de 1998, où on avait eu quelques journées juste après le second tour, complètement, des journées folles, de bruit, de rumeurs, de changements d'axe stratégique. Et bien sûr, oui, ça risque dans quelques jours de se renouveler. Finalement, est-ce que l'après-élection n'est pas plus explosif que l'élection en elle-même ? L'après-élection est plus explosif parce que ça va poser la question d'éventuelles alliances. Et là, on va retourner à toute cette problématique, front républicain, pas front républicain, ninisme, pas ninisme, le ninisme jusqu'où. C'est-à-dire un débat qui en effet est un débat délétère et dans lequel les grandes forces politiques perdent leur âme souvent. Il y a les régionales qui vont suivre aussi en décembre. Est-ce que le fait qu'il y ait ces 2 élections espacées, ça, c'est pas plutôt un bon coup pour François Hollande, à savoir qu'il aura la possibilité d'avoir quelques résultats économiques et du coup de perdre moins de régions que si on votait pour les régionales aujourd'hui ? Si la situation est celle-là, si en effet les indicateurs passent, je n'ai pas dire au vert, mais à l'orange, du rouge à l'orange, il peut y avoir en effet des régionales un peu moins catastrophiques que celles auxquelles la gauche s'attend. Cependant, attention, le pouvoir socialiste est encore plus sortant dans les régions qu'il ne l'est dans les départements. Donc il est très, très exposé. Il y a une seule région dans la zone métropolitaine de droite, c'est l'Alsace. Partout ailleurs, c'est la gauche et le Parti socialiste. Donc il est très exposé et il peut y avoir une réplique
des départementales, une réplique sismique des départementales à la fin de l'année lors des régionales. Cette fusion en 13 nouveaux blocs régionaux, avec les mécontentements que ça a pu générer, est-ce que ce n'est pas un motif supplémentaire de colère contre le PS et donc un motif supplémentaire de sanctions en décembre? Bien sûr, surtout que là, le Parti socialiste va être exposé, quelques grands féodaux de régions, avec tout de même une visibilité évidente, vont être au premier plan du combat. Et dans un corps électoral de très mauvaise humeur, qui a envie d'envoyer un signal de désapprobation vis-à-vis de la majorité, eh bien voilà, ça va être un peu le tir au pigeon. Manuel Valls, dans cette fin de campagne, a clairement et puissamment ciblé le Front National. Jean-Marc Ayrault, dans une interview que Ouest France a publiée hier matin, dit que ce n'est pas le Front National qui doit être au centre de la campagne, mais qu'il faut s'adresser à l'électeur, aux citoyens. Est-ce que Manuel Valls s'est trompé en stigmatisant Marine Le Pen? En faire l'axe central de la campagne de manière réitérée est en effet peut-être une erreur. Les Français ont envie qu'on leur parle aussi de ces instances locales de proximité que restent, en particulier le département, parce que le département, c'est tout de même pas n'importe quoi. Même déposséder de certains de ses pouvoirs au profit de la région, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pas n'importe quoi pour de multiples milieux. C'est pas n'importe quoi pour, par exemple, les personnes âgées. C'est pas n'importe quoi pour les personnes qui traversent de grandes difficultés au travers du RSA. C'est pas n'importe quoi pour aussi nos jeunes, la protection maternelle et infantile, etc. Les collèges. Tout ça, voilà, les collèges. Tout ça, ce sont des compétences extrêmement importantes des départements. Et que l'on ait aussi peu parlé de cela et que la majorité qui avait un bilan à défendre et au fond assez peu défendu ce bilan pose problème et moi personnellement me pose quelques interrogations. Dernière question, elle sera politique, encore une fois. Quelle peut être l'influence de cette élection sur le congrès du Parti socialiste qui arrive en juin? Est-ce que la défaite peut, quelque part, permettre au PS de se serrer les coudes à nouveau, ou est-ce qu'on va vers une explosion du parti encore plus forte? Ni l'un ni l'autre. Ni serrer les coudes, ni l'explosion. L'explosion, les socialistes ne sont pas complètement fous, quel que soit leur désaccord. Et Dieu sait s'il y a une virulence des désaccords. Ils savent très bien que pour l'instant, ils sont sur le même navire et que s'ils voulaient quitter le navire, eh bien voilà, ils iraient dans un esquif qui serait emporté par la tempête. Donc ils ne choisiront pas, pour l'instant, la division. Après un échec en 2017, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, ils restent dans le même navire. Mais on sait très bien aussi que la défaite est mauvaise conseillère parce que la défaite est interprétée différemment par les différents courants. Certains diront, ben voilà, il faut revenir à une politique beaucoup plus à gauche et on va voir les frondeurs essayer de pousser leur avantage en disant l'avenir de la gauche, c'est cap sur un socialisme beaucoup plus strict à l'ancienne. Et puis en revanche, du côté de la garde la plus avancée qui est derrière le Premier ministre, ça sera non, il faut accélérer le train des réformes. Et donc là, autour de ces deux lectures de ce qui s'est passé au départemental, je souhaite bon courage aux congressistes du Parti socialiste. Eh bien, ce sera le dernier mot. Cet encouragement sera le dernier mot de cette émission. Merci Pascal Perrineau d'être venu sur ce plateau faire un décryptage des départementales. J'espère qu'on a réussi à faire vraiment le tour de cette élection à la fois sur les partis et sur les départements clés. Merci messieurs d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.